On a vécu comme ça, avec cette onde, on lui a trouvé des équations, on a fait des merveilleuses déductions à partir d'elle, mais personne n'a jamais compris de façon satisfaisante le rapport exact qu'il y avait entre cette onde et la particule. De Broglie a fait pour ça des efforts énormes au début de sa vie, de sa carrière et à la fin de sa carrière, quand on parle de deux écoles chez De Broglie, qui, en fait, c'est de ça qu'il s'agit, c'est selon qu'il a cru à certains moments ou pas cru à cette manière d'unir l'onde et l'onde et la particule. Mais il faut dire que moi, tout en étant chaud partisan de la tentative, je dois évidemment reconnaître que ça ne marche pas, ou du moins que ça marche dans certains cas, mais que ça ne marche pas dans tous les cas, et que ça n'est pas une explication globale de ce que nous appelons maintenant la mécanique quantique. À un moment donné, d'autres physiciens, Bohr, Heisenberg, Born, et ceux qu'on englobe sous le nom de cette nébuleuse qui a pris le nom d'école de Copenhague, se sont, si je puis dire, débarrassés du problème, c'est-à-dire de la question de savoir comment l'onde est associée à la particule, en disant que cette onde ne donne que la probabilité que la particule se trouve quelque part. Et lorsque vous dites ça, alors il est possible de donner un sens à tous les calculs de la mécanique quantique et d'en tirer des conclusions qui sont vérifiables par l'expérience. Simplement, les gens se sont scindés en deux. D'une part, ceux qui étaient et restent satisfaits de cette interprétation dite probabiliste, et ceux qui se sont dit, pour qu'il y ait des probabilités, il faut qu'il y ait de la mécanique derrière, il faut qu'il y ait un mouvement que l'on est capable de décrire, c'est-à-dire en quelque sorte, il faut que le dé roule sur la table pour qu'on puisse dire ensuite il y a une chance sur 6 que l'as émerge de ce mouvement. Et les gens qui étaient des deux côtés étaient d'égale valeur. Ceux qui en tenaient aux probabilités pures, c'était Bohr, Heisenberg, Dirac et d'autres. Et de l'autre côté, il y avait Einstein, De Broglie, Schrödinger. Il n'y avait pas de différence de taille entre les deux parties. Alors nous n'allons pas au cours de cette conversation résoudre le problème, mais après, en gros, dans l'usage, cette onde est considérée comme une probabilité et on l'utilise comme ça, et il y a ceux qui pensent que ça n'est pas la réponse dernière et qui espèrent faire mieux, mais jusqu'à présent on n'a pas fait mieux. Très bien. Quelques années plus tard, c'est Schrödinger qui devait donner une base quantitative à la théorie de Louis de Broglie en associant donc à toute particule, non plus seulement une onde plane, mais une onde décrite par une fonction d'onde phi de x, une onde dépendante de la position x de la particule. En fait, j'écris ici x, il faudrait que j'écrive x, y, z, les trois coordonnées de l'espace. Et il a établi une équation qui est maintenant l'équation de base de tous les physiciens, qu'on appelle l'équation de Schrödinger. Et à la suite de toute une série de travaux qui se sont déroulés dans les années 20, on est arrivé progressivement à une interprétation probabiliste pour la fonction d'onde. Interprétation, je crois, qui a été donnée la première fois par Max Born. Et cette interprétation probabiliste, c'est que le carré de phi de x, plus exactement comme phi de x est une fonction complexe, le carré du module de phi de x, c'est la probabilité de trouver la particule en x. Autrement dit, cette fonction d'onde, produite par De Broglie et Schrödinger, on lui a donné une interprétation probabiliste. C'est un objet mathématique qui permet de calculer les probabilités relatives à la particule. Alors, Louis de Broglie, en fait, n'était pas satisfait de cette interprétation, de même que d'autres physiciens célèbres comme Einstein, et il a essayé, pendant une grande partie de sa carrière, il a essayé de développer une
une autre équation, qui est l'équation Schrödinger, une équation non linéaire, où on retrouverait l'image d'un corpuscule classique, et on aurait donc une équation non linéaire avec une singularité qui représenterait la particule, et l'onde guiderait en quelque sorte la particule. C'est ce qu'on appelait l'équation pilote. Une onde qui piloterait le mouvement de la particule. Qu'est-ce que ça veut malheureusement, dire ? cette idée n'a pas abouti, elle n'a débouché sur aucune prédiction conforme à l'expérience. De sorte que, pour répondre à votre question, actuellement c'est l'interprétation probabiliste de l'école de Copenhague qui a prévalu. Einstein, en 1911, était un jeune physicien encore à peu près inconnu. On commençait seulement de deviner quel génie on entrevoyait là. Il était encore modeste dans un coin, entièrement supplanté par les grands monstres de l'époque, puisqu'il y avait Henri Poincaré, Marie Curie, Jean Perrin, Max Planck, et puis j'en passe. Ici, à ce conseil-là, on ne retrouve que quelques personnages de ce premier conseil. Et alors, voyez maintenant, en 1911, Einstein était modeste et dans un coin. En 1927, il est le roi, il est au centre. Même Lorentz est à côté d'Einstein, ça n'est pas Einstein qui est à côté de Lorentz. Et à côté de Marie Curie, en fait, leur père à tous, Max Planck, qui tient son chapeau dans la main. Max Planck, qui était très drôle en privé, qui était plein de vie, ribzotier, et qui est sans doute l'un des plus grands génies que la physique moderne ait connu. Et quand j'entends moderne, je la fais partir du temps de Newton. Et derrière l'angevin, maintenant, Louis de Broglie. Louis de Broglie, donc, le découvreur de l'onde qui porte son nom, et on peut dire le découvreur de la troisième grande idée des quanta. La première, c'était les quanta de Planck. La deuxième, c'était l'atome de Bohr. Et la troisième, c'était l'onde de Broglie. Je parle de ces idées conceptuelles après lesquelles plus jamais notre image du monde ne pourra être ce qu'elle était avant ces trois grandes découvertes. L'interprétation probabiliste a été mise en équation par Born, suivi par Jordan d'ailleurs en 1926. Born a proposé que la probabilité de manifestation de la particule devait être assimilée à l'intensité de l'onde au sens classique. Mais on sait que dans les phénomènes d'interférence, ce ne sont pas les intensités qui s'ajoutent, mais les amplitudes. Vous vous rappelez peut-être ça, si vous allez dans le secondaire, on parle de ça, l'interférence des ondes, etc. Bon, alors ça fait que Born et Jordan ont proposé un calcul des probabilités tout à fait hétérodoxe, dans lequel on additionne par des probabilités partielles et on additionne des amplitudes partielles, et dans lequel on multiplie par des probabilités indépendantes, mais on multiplie des amplitudes indépendantes. Et pour trouver la probabilité, il faut prendre le carré du nombre complexe, le carré du module. Et c'est ça qui entraîne toutes les bizarreries de la mécanique quantique, y compris cet effroyable problème de la non-séparabilité, qui a des aspects algébriques, mais aussi des aspects spatiaux et des aspects temporels, et c'est un énorme... Qu'est-ce que c'est la non-séparabilité ? Eh bien, algébriquement, c'est ça. C'est que quand vous calculez la probabilité, vous avez des termes d'interférence au sens de Fresnel, mais alors que l'interférence de Fresnel se produisait dans le futur seulement, l'interférence de deux ondes se produisait dans le futur, la non-séparabilité quantique se manifeste avec la covariance relativiste, la Lorentz invariance, et l'invariance par retournement de l'espace et du temps, ce qu'on appelle la CPT invariance. Cette probabilité, ces règles de probabilité sont invariantes par retournement d'espace et de temps et l'échange particule-antiparticule. Et ça fait que cette non-séparabilité a des aspects extrêmement paradoxaux qui ont donné lieu à un déluge de cogitation et d'expérience, dont la plus célèbre est celle d'Aspect, si vous voulez, je pourrais vous parler de ça. Le système est décrit par ce qu'on appelle une fonction d'onde non séparable, c'est-à-dire que c'est une fonction d'onde dans laquelle les paramètres des deux parties du système sont intriqués de façon inséparable. Et ceci conduit physiquement à l'idée de non-localité. Ça veut dire que si on fait quelque chose sur une des parties du système, eh bien, ceci va avoir des conséquences immédiates sur la statistique des résultats de mesure sur l'autre partie. C'est ce qu'on appelle la non-localité. Donc en fait, la non-séparabilité, c'est une propriété mathématique qui a comme conséquence la non-localité, qui est une propriété physique. Physiquement, ça veut dire que quand on a deux systèmes, en particulier deux systèmes qui ont interagi l'un avec l'autre,
il est impossible de se représenter chacun des systèmes comme ayant un état bien défini. La mécanique quantique ne permet de considérer que l'ensemble des deux systèmes. On ne peut pas les séparer en deux entités ayant chacune leur propriété. Les deux systèmes forment un tout et elles présentent en particulier des corrélations. Les mesures qu'on peut faire sur l'une, les résultats des mesures que l'on obtient quand on fait une mesure sur la particule 1, influent sur ce qui se passe sur la particule 2. Et c'est ce qu'on appelle des corrélations quantiques. Ça peut se manifester au niveau macroscopique? Oui, ça peut se manifester au niveau macroscopique et il y a eu toute une série d'expériences très importantes qui ont été réalisées sur ces systèmes à la suite d'un travail très important fait par un physicien irlandais, John Bell, dans les années 50, qui a démontré que si on essayait de garder l'idée que chacune des deux particules avait des paramètres auxquels on n'avait pas accès, mais qu'on appelle des paramètres cachés, à ce moment-là, des hypothèses très générales comme la localité permettaient de prévoir des résultats qui étaient en conflit avec la mécanique quantique. Alors ça a suscité bien sûr beaucoup d'intérêt, des expériences nombreuses ont été réalisées, en particulier par Alain Spey en France, et ont conduit à la conclusion que c'était la mécanique quantique qui avait raison. Et donc réellement, la notion de non-séparabilité, c'est une notion centrale et qui n'est pas compatible avec les images classiques qu'on peut se faire d'un ensemble de systèmes. Eh bien, une corrélation, ça veut dire que si je fais une mesure d'un côté et une mesure de l'autre, de chaque côté, ça a l'air aléatoire. Je peux obtenir blanc ou noir d'un côté, blanc ou noir de l'autre. Si je regarde d'un seul côté, ça a l'air parfaitement aléatoire. C'est de temps en temps blanc, de temps en temps noir, mais sans régularité apparente. Mais si je compare les résultats, si c'est blanc d'un côté, c'est blanc de l'autre. Si c'est noir d'un côté, c'est noir de l'autre. Donc ça, c'est une corrélation. Alors vous pourriez me dire, mais il y a une façon évidente de comprendre, c'est de dire, de temps en temps, j'ai deux boules blanches, et alors je ne m'étonne pas d'avoir blanc et blanc, et puis de temps en temps, j'ai deux boules noires, et je ne m'étonne pas d'avoir noir noir. Eh bien ça, c'est des corrélations telles qu'elles sont prévues par un modèle classique. Ce qu'il y a de fantastique en mécanique quantique, c'est que c'est encore plus fort que ça, et c'est ce qu'on observe expérimentalement. Alors quand vous dites encore plus fort que ça, qu'est-ce que c'est que cette force? Ça veut dire... Alors plus fort, ça veut dire qu'on ne se contente pas de regarder la couleur. Par exemple, on va imaginer qu'on va regarder, on a des objets, on va regarder d'une part leur couleur et d'autre part leur forme. On peut avoir des sphères, on peut avoir des cubes. Et alors, vous voyez qu'on commence à avoir des corrélations compliquées, parce qu'on peut avoir d'un côté un cube blanc ou un cube noir, ou une sphère blanche ou une sphère noire, et puis la même chose de l'autre côté. Et donc on commence à regarder toutes ces corrélations croisées. Et donc on est obligé d'introduire des quantités un peu plus compliquées pour voir ces corrélations. Eh bien, si on continue à penser que dès le départ, il y a des objets qui sont blancs ou noirs dès le départ, et qui sont des cubes ou des sphères dès le départ, alors, avec un modèle comme ça, on a un niveau maximal de corrélation. Ça ne peut pas être plus fort qu'une certaine valeur. Cette limite est donnée par ce qu'on appelle les inégalités de Bell. La mécanique quantique prévoit, pour des propriétés qu'on peut mesurer sur les photons, le fait de mesurer, on va dire que ce qui correspond à mesurer la couleur, c'est mesurer la polarisation suivant une certaine direction, et puis le fait de mesurer la forme, c'est mesurer la polarisation suivant une autre direction. Eh bien, la mécanique quantique prévoit un niveau de corrélation pour ces quantités croisées plus élevé que n'importe quel niveau que l'on peut expliquer de façon classique. La non-séparabilité, c'est le fait que ces corrélations sont tellement fortes qu'on est tenté, ou même en certains sens, on ne peut pas échapper à décrire mes deux photons qui sont partis comme un objet unique. On ne peut pas se le représenter, si je reviens à l'exemple des boules, blanches ou noires, cubiques ou sphériques, eh bien c'est une image qui ne marche pas. On a deux objets qui partent, ils forment un tout global, et ce n'est que au moment où je vais regarder leur couleur, regarder leur forme, que globalement, je vais voir que cet objet est de telle ou telle façon. Mais on ne pouvait pas s'imaginer que chaque morceau portait pendant
pendant la propagation que chaque morceau était déjà une sphère ou un cube, que chaque morceau était déjà blanc ou noir. Par contre, globalement, je pouvais parler de l'objet. Dans la non-séparabilité, c'est le fait que même lorsque les morceaux sont éloignés l'un de l'autre, on ne peut se représenter l'ensemble que comme un ensemble, et pas par les propriétés des parties séparées. C'est ça la non-séparabilité. Si je casse un hologramme, si je prends un tout petit bout d'hologramme, je peux retrouver l'image complète, peut-être avec un peu moins de netteté, dans une petite portion de la plaque holographique. En fait, peut-être on peut comparer l'homme face à l'univers, qu'il croit être de dimension 3, avec peuplé de particules placées en tel endroit ou tel endroit. On peut comparer avec un personnage en train de regarder un hologramme. Il a l'impression de voir un espace de dimension 3 dans lequel se trouve l'objet photographié sur l'hologramme, alors qu'en fait il est en train de regarder une plaque bidimensionnelle. Et précisément, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans l'hologramme, c'est que le passage entre la surface et la dimension 3 repose sur un phénomène ondulatoire. Parce qu'un hologramme, ce n'est pas une photo de l'image, mais c'est une photo d'une figure d'interférence lumineuse. On est en train de photographier des interférences lumineuses. On est en train de photographier un phénomène purement ondulatoire. Et en éclairant correctement, on reconstitue une figure d'interférence et on reconstitue une image tridimensionnelle. Et alors, je ne prétends pas que nous vivons dans un hologramme, mais l'hologramme est une bonne comparaison à méditer, à mon avis, parce que on s'aperçoit que on peut être leurré par quelque chose qu'on croit être de dimension 3. On peut croire que le vase est situé à tel endroit, et ça se trouve, on regarde un hologramme, et en fait, on regarde une plaque, et comme je disais tout à l'heure, n'importe quel morceau de plaque contient une image complète de l'objet. Donc on trouve dans l'hologramme une non-localité. Je continue à être ébloui par l'explosion d'idées extraordinaires qui a eu au début de ce siècle. L'ancienne et la nouvelle mécanique quantique, la relativité aussi naturellement, ça a été une explosion d'idées géniales venant de plusieurs très grands noms, et le pareil ne s'est pas retrouvé depuis. Alors à cette époque-là, avec Imbert, nous avions fait tout un travail sur la réflexion totale. Vous savez que dans la réflexion totale, le photon plonge dans le second milieu. Si vous avez la réflexion de la lumière sur l'eau, eh bien, la réflexion totale ne se produit pas piquettement comme ça. Le photon plonge et ressort plus loin. Il y a un décalage en longueur qui s'appelle le décalage de Gauss et Hanschen, du nom de deux physiciens allemands. D'ailleurs, il y a des plaisanteries là-dessus, parce que M. Gauss, les anglo-saxons en ont fait Gauss, loi, et Hanschen, c'est une femme, alors il l'appelait la petite poule, et ils appelaient ça l'effet basse-cour. Bon. Alors, avec Christian Imbert, nous avons cogité que si la lumière est polarisée circulaire ou elliptique, il n'y a pas seulement le décalage en long, mais il y a aussi le décalage en travers. Le plan des réflexions est parallèle au plan d'incidence, mais décalé à droite ou à gauche, suivant le sens où le photon tourne. Bon. Alors, nous avions fait des expériences là-dessus, Shimoni était au courant. Il a dit qu'il voulait venir voir ça. Alors il est monté à l'étage au-dessus, à l'Institut optique. Et alors Imbert lui a dit, écoutez, c'est dommage, l'appareil est démonté, maintenant on ne peut plus vous le montrer. Ce qu'on peut vous montrer, c'est des photos. Alors Shimoni dit, félicitations, congratulations, très belles expériences, très bons ateliers derrière, très bien. Est-ce que vous ne penseriez pas à la corrélation IPR? Alors Imbert et moi, on se regarde avec un certain sourire, en disant, ben si, justement, nous y pensons. Alors quelque temps après... Est-ce que vous pourriez dire ce que c'est que cette corrélation EPR? Ah oui. Vraiment, oui. Ben, de quoi s'agit-il exactement? Eh ben, je crois que l'explication la plus simple de but en blanc, c'est de dire qu'elle est même antérieure à EPR, elle est de 1927, au Conseil Solvay de 1927. Alors là, il y avait tous les jeunes pères fondateurs de la nouvelle mécanique quantique, sauf Jordan qui n'était pas là. Et Einstein a dit, écoutez messieurs, vos discours me semblent très peu admissibles pour la raison suivante. C'est que si vous avez une onde qui tombe sur un écran percé d'un petit trou, cette onde est diffractée, tout le monde est d'accord là-dessus, elle est reçue, je suppose, sur une plaque photographique semi-sphérique. Si c'est un photon ou un électron, par exemple, une particule, je suppose qu'il n'y en a qu'un seul dans l'onde pour simplifier, cette particule vient noircir un des grains de la plaque. Expliquez-moi, dit Einstein, comment un autre grain de la plaque est informé qu'il n'a pas à être noirci. Ça me semble contraire à la théorie de la relativité, ça semble impliquer une télégraphie supralumineuse de l'information. Alors on s'est séparés là-dessus, personne n'a trouvé de réponse, et on en est resté là.
corrélation EPR, c'est quelque chose de spécifique de la mécanique quantique. Mais la corrélation EPR, c'est le fait que l'on peut imaginer en mécanique quantique des situations où deux objets éloignés sont décrits globalement par un vecteur d'état unique que l'on ne peut pas factoriser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décrire séparément chacune des deux particules. C'est ce qu'on appelle un état intriqué. Et à partir du moment où on a cet état intriqué, eh bien, il y a des corrélations extrêmement fortes entre les propriétés que l'on va observer sur l'une des deux particules et sur l'autre particule. Propriétés tellement fortes qu'on ne peut en aucun corrélation tellement forte qu'on ne peut en aucun cas se la représenter de façon classique. Que dans la nature, la non-séparabilité existe, je crois qu'il n'y a pratiquement plus un physicien aujourd'hui qui en doute. Ça va exister également dans d'autres galaxies, derrière la Lune, etc. Donc c'est un phénomène qui est tout à fait universel. Est-ce que sa portée est infinie? Ça, on ne le sait pas. La théorie prétend que oui. En tout cas, qu'il y ait des phénomènes qui démontrent cette non-localité ou cette non-séparabilité à très grande échelle et ailleurs que dans des labos ou sur Terre, c'est sûr. Maintenant, quand vous dites, est-ce qu'on peut voir, si le « on » c'est le physicien il a besoin de contrôler son expérience, il veut savoir le plus possible qu'est-ce qu'il fait, à quel moment les photons arrivent, quand est-ce qu'il doit regarder, pour être sûr que ce qu'il observe, eh bien, le phénomène tel qu'il est décrit par la théorie, tel qu'il le comprend, tel que les équations le prédisent. Et à ce moment-là, on a besoin effectivement de protéger ces photons qui vont se propager sur ces grandes distances. Et une bonne manière de les protéger, c'est de les mettre dans les fibres optiques. Vous voyez, un photon sur une fibre optique, c'est un petit peu comme de l'eau dans un tuyau, il est protégé, il ne va pas partir dans tous les sens. Une onde quantique se représente volontiers comme une somme d'amplitudes calculées sur des chemins différents. Il se trouve, ça a été découvert par Sam Edwards, que c'est à peu près la même représentation qu'on peut avoir pour décrire la statistique d'une chaîne de polymères flexibles. Eh bien, il y a certains phénomènes qui se comprennent mieux en parlant dans un langage de polymères qu'en parlant dans un langage de particules et d'ondes. Par exemple, si vous avez deux polymères enchevêtrés, vous avez cette situation extraordinaire que même si vous écartez les points d'observation extraordinairement loin, ils restent influencés l'un par l'autre parce qu'ils ne peuvent pas se traverser, ils forment un nœud. Et ça, c'est assez proche de l'idée de l'enchevêtrement au sens quantique. Donc voilà des exemples où on peut essayer de trouver des images. Une des découvertes récentes des 10 dernières années, en fait c'est moins de 10 ans, même la découverte conceptuelle, que la mécanique quantique permet quelque chose qu'on appelle alors maintenant la téléportation. C'est une manière de traiter de nouveau cette information quantique, quelque chose qui serait tout à fait impossible classiquement. Le principe n'est pas vraiment, alors il faut justement dire d'abord ce que c'est pas. Parce qu'à téléportation, on peut s'imaginer un objet qui part de là et qui arrive ici. Nous, ça serait une communication, comme en plus ça va très vite ou quasi instantanément, il y a de nouveau un problème avec la relativité. Alors c'est pas ça la téléportation. La téléportation, vous avez un objet quelque part, cet objet se déstructure, c'est-à-dire qu'il perd sa structure, il n'a plus aucune structure, il se transforme en une sorte de tas de sable ou un tas de poussière. Ailleurs, vous avez déjà la matière, donc la matière est déjà là, mais elle est encore sous forme de poussière. Et le résultat de la téléportation, c'est qu'au même temps que d'un côté l'objet structuré se transforme en poussière, de l'autre côté la poussière se transforme dans cet objet. Et maintenant il se transforme dans cet objet, donc c'est une sorte de photocopie ou un fax, une télécopie à distance, mais ça se fait avec une précision qui est la précision ultime, c'est-à-dire que c'est l'état quantique exact de l'objet initial qui est reproduit de l'autre côté. Alors, ça c'est en tout cas maintenant une prédiction théorique qu'on peut faire ça. La théorie dit aussi que ça va être très difficile à réaliser parce que c'est très fragile. Les expériences, il y a eu quelques expériences qui ont déjà été réalisées, qui sont toutes des expériences qui démontrent la faisabilité, en tout cas d'une partie de cet ensemble complexe. Puis effectivement, à Genève, on travaille aussi là-dessus. Il n'y a encore rien qui existe aujourd'hui, mais c'est un beau projet sur lequel on travaille. Mais de nouveau, il faut être modeste, c'est-à-dire que nous, on va commencer par essayer de téléporter quelque chose de très simple, comme certaines propriétés de photons, de particules de lumière, parce qu'on est ici dans un groupe qui s'occupe d'optique, c'est notre thème principal.
Mais il y aura certainement, dans les années qui viennent, alors des téléportations d'un atome. Mais avant qu'on téléporte un objet au sens usuel du terme, il faudra encore des dizaines et des dizaines d'années. Il y a certainement que la technologie nécessaire va être une complexité folle.